aujourd'hui je vais vous parler du kit BotaQField. Donc c'est un outil que j'ai mis en place pour faire tout ce qui va être relevé floristique, tout ce qui va être relevé phytosociologique et délimitation d'habitat. J'ai aussi ajouté récemment quelque chose pour faire des couches pour pouvoir faire des relevés pédologiques, donc dans le cadre de description de zones humides. Voilà, donc il y a tout ça un peu dans cet outil. Donc c'est un outil qui va être disponible sur QField. Donc QField, donc, qui est un logiciel que vous allez pouvoir trouver sur le Play Store directement téléchargeable et qui fonctionne de pair en fait avec QGIS. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser QField sans QGIS, mais après vous n'allez pas pouvoir exploiter vos données si vous n'avez pas QGIS. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir faire les choses sur QField et après de les reprendre sur QGIS. Après, si vraiment vous connaissez pas du tout QGIS, il y a aussi moyen de récupérer les DBF qui correspondent plus ou moins à des CSV en gros directement dans les couches shapefile, mais bon, c'est pas forcément le plus simple. Le mieux c'est d'utiliser QGIS. C'est pas forcément très difficile à prendre en main pour faire les manipulations les plus simples, c'est-à-dire juste exporter une couche par exemple. Après, si on veut faire des traitements un peu plus poussés, ça devient peut-être un peu plus compliqué. Mais voilà. Donc vous avez QField donc à télécharger pour pouvoir utiliser l'outil. Une fois téléchargé, vous pouvez vous rendre donc sur mon GitHub et vous allez pouvoir télécharger ici avec le lien le zip du kit BotaQField. Hop, vous le téléchargez. Vous allez pouvoir directement l'ouvrir avec QField si vous avez bien téléchargé QField et ça va s'ouvrir sur votre QField. Et donc on a un aperçu du projet ici. Hop. Hop. Donc dans un premier temps, ce qu'on va avoir, petite tête, c'est ici à gauche donc le volet avec toutes les couches. Alors désolé pour mon doigt, vous allez le voir souvent passer. Donc vous avez différentes couches. Vous avez les couches donc zone humide comme je vous ai parlé pour faire des relevés pédologiques. Les couches habitat et les couches pour faire tout ce qui va être relevé botanique, relevé phytosociologique et relevé phytosociologique sinusial. Donc on va voir un peu tout ça. Alors d'abord, dans un premier temps, pour ce qui est sondage, vous allez avoir deux couches. C'est souvent comme ça que je vais fonctionner quand on va faire des relevés. C'est que je vais avoir deux couches au moins. C'est-à-dire une couche de métadonnées et une couche de données au sein de votre relevé. Par exemple, pour le sondage, première couche, vous créez votre sondage S1. Hop, S1. Par exemple, vous allez mettre toutes les informations liées à ce sondage. Vous avez ici les classes GEPA qui s'affichent dans une petite image. Voilà, ça peut aider. Et même si c'est en très mauvaise qualité, vous pouvez ajouter ensuite la classe GEPA ici, etc. Donc vous pouvez créer votre sondage ici. Donc là, je l'ai créé là. Donc c'est avec le pointeur. Soit vous pouvez mettre le pointeur sur vous. Hop, si je dézoome et je clique là, hop, ça met le pointeur sur moi. Soit vous pouvez avoir le pointeur au milieu et pouvoir pointer où vous voulez. Donc voilà, j'ai fait mon relevé, mon premier sondage ici. Ensuite, je vais aller dans horizon pédologique. Je vais pointer, je vais mettre que je suis bien dans le sondage S1. Donc là, le pointage, il n'a pas de géométrie, c'est-à-dire qu'il sera forcément relié à votre sondage. Parce qu'en fait, vous allez dire, donc, dans mon sondage F1, ma profondeur de début pour cet horizon-là, ça aurait pu être 0, mais imaginons qu'on avait déjà fait un premier horizon, on va dire qu'on commence par exemple à 20. Cet horizon s'arrête à 80. À la fin, on s'est arrêté parce qu'on a touché la roche-mère. Est-ce qu'on était dans un horizon estique? Non. Est-ce qu'il y avait des traces d'oxydation? Par exemple, oui, supérieur à 5%, etc. Et donc, on va mettre différentes informations. On peut mettre aussi la texture. On peut prendre des photos, etc. Et on va avoir du coup notre donnée pédologique qui est reliée à notre relevé pédologique. Donc ça, c'était pour les zones humides. Pour les habitats, on va pouvoir fonctionner avec des polygones. Alors moi, ce qui se passe pour les habitats, souvent, c'est que je vais télécharger le projet, je vais d'abord le mettre dans QGIS, et ensuite, je vais le récupérer dans QField, mais d'abord, dans QGIS, je vais avoir tracé tous les polygones en me servant justement de ce fond de plan. Donc là, vous voyez, je vous ai mis plein de fonds de plan qui sont ici. Alors, ici, vous avez tous les fonds de plan, donc Google Satellite, etc. Là, vous avez la carte infrarouge qui est vraiment bien pour faire les habitats. Ici, c'est les datas, donc c'est les trucs qu'il ne faut pas trop toucher. C'est tout ce qui permet à l'outil de tourner, en gros.
c'est des valeurs relationnelles qui fonctionnent avec floor, avec habitat, etc. Parce que du coup, quand on va créer un polygone habitat, imaginons autour d'un habitat X ou Y, on va ici avoir la possibilité de rentrer manuellement un nom d'habitat. Si vraiment on a un habitat spécifique, on veut vraiment mettre nos mots dessus, par exemple, je sais pas, qu'on a un parc avec pelouse sèche, par exemple, et qu'on avait envie de préciser quand même que c'était un milieu anthropique, un parc. Hop, on peut mettre parc avec pelouse sèche. Et ensuite, en dessous, on peut repréciser, hop, avec le code ONIS proprement, qu'on était dans une... Hop là, qu'on était dans une pelouse sèche. Hop. Alors là, bon, là c'est pas très pratique parce que je me suis mis en paysage. Normalement, c'est mieux de faire en portrait. Mais là, c'est pour pouvoir mettre sur YouTube et que ce soit plutôt visible. Et donc, vous pouvez choisir un premier habitat ENIS. Vous pouvez choisir un deuxième habitat ENIS. Je l'ai mis parce que justement, là, pour l'exemple parc et pelouse sèche, j'aurais pu mettre pelouse sèche, ensuite parc. Après, des fois, il y a d'autres types de mélange d'habitats, donc je trouvais ça plus pertinent de pouvoir mettre deux habitats pour ENIS. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des habitats d'intérêt communautaire. Et enfin, vous pouvez mettre tout un tas de petites informations, comme les habitats des espèces, donc quelles espèces vous avez en fait, la fonctionnalité, par exemple, si c'est un corridor, etc. Vous pouvez mettre si c'est une zone humide, vous pouvez mettre l'état de conservation, est-ce qu'il est bon, moyen, etc. L'enjeu, est-ce qu'il est faible, modéré, etc. Voilà. Bon, d'ailleurs, là j'ai mis moyen, modéré, bon, peu importe. Et vous pouvez créer votre habitat comme ça. Après, maintenant, vous allez pouvoir faire aussi des pointages de flore. Donc, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Donc, c'est ces trois couches qui vont nous intéresser. Celle-là, c'est une ancienne version pour faire les relevés phytosociologiques. Et là, en fait, avec ce pointage de flore, on va pouvoir faire les relevés botaniques classiques, les relevés phytosociologiques mais sigmatistes, et les relevés phytosociologiques mais sinusiales. Donc, je vais vous expliquer un peu comment faire tout ça. D'abord, pour faire un relevé phytosociologique classique, on va faire un point. On va remplir notre espèce, imaginons Brachypodium retusum. Donc je peux écrire par exemple juste qui ret, parce qu'en fait il va essayer de retrouver l'espèce qui a le plus de liens avec ce que vous écrivez. Donc vous pouvez trouver vos propres raccourcis pour avoir accès rapidement à vos espèces. Donc là en mettant le qui ret, j'ai directement trouvé Brachypodium retusum. Vous pouvez implémenter le nombre d'espèces, vous pouvez mettre si la détermination est certaine ou incertaine. Par défaut, c'est certain. Et après, vous pouvez rajouter d'autres choses, la phénologie, la surface de couverture de l'espèce. Toujours mettre un observateur et une date. Alors, comme vous pouvez voir, ça a mis le bandeau en haut, il est en orange. Et là, vous allez voir, hop, ça passe en vert une fois que j'ai mis l'observateur à la date. Parce que c'est les deux données en fait qui sont primordiales. En réalité, il y a le nom de l'espèce, l'auteur, la date et la localisation. La localisation, on l'a toujours parce que c'est un pointage SIG. La date, l'observateur, on doit la mettre. Et après, le nom scientifique, des fois, on peut aussi mettre, par exemple, si on n'arrive pas à identifier tout de suite l'espèce, on peut juste mettre que c'est un Sicoriné, par exemple, dans la sous-famille des Sicorinés. Et après, on peut prendre quelques photos. Alors, dans tous les cas, on peut prendre quelques photos, mais là, ça nous permet ensuite de retrouver quelle espèce était la Sicorinée pour pouvoir identifier après. Et puis après, on peut ramasser et refaire le lien avec notre échantillon. Vous pouvez aussi rajouter d'autres infos comme le nom du relevé. Hop là. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Le nom du relevé, le type de projet. Ça, c'est plus que moi en bureau d'études. Souvent, j'ai à mettre dans quel projet c'est. Voilà, et puis pour déposer sur Silène aussi, c'est souvent ça. Alors le nom du relevé, c'est une donnée que vous allez trouver à trois endroits. Vous allez le trouver ici, et vous allez aussi le trouver dans l'onglet qui va se déverrouiller en cochant relevé sigmatiste ou relevé sinusial, quand vous faites de la phytosociologie. Donc là, je vais vous expliquer, par exemple, si on faisait un relevé sigmatiste, d'abord. Si on faisait un relevé sigmatiste, on devrait donc cocher d'abord ici. Alors en fait, ça, quand on coche les petites cases ici, ça permet de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on crée un point, la case est déjà cochée de base. La case est déjà mise dans l'état actuel où on l'a mis. C'est-à-dire que là, si je coche ça, si je valide mon point, hop, quand je vais vouloir refaire un autre point, hop, le relevé sigmatiste sera déjà coché. Ensuite, on voit que quand j'ai mis relevé sigmatiste, ici ça a déverrouillé ce petit onglet là, relevé sigmatiste, où je peux remettre d'ailleurs un numéro de relevé. Donc je le mets plutôt ici quand je fais un relevé sigmatiste, parce que comme ça il est vraiment juste à disposition et on pense bien à le modifier.
Et ensuite, vous pouvez mettre vos indices de Braun-Blanquette, où j'ai mis les rappels de recouvrement ici. Alors pour ce qui est 1 plus R et I, bon, selon les sources, c'est pas forcément les mêmes recouvrements ou le même nombre d'individus. Mais bon, voilà, globalement, l'idée est là. Donc vous pouvez mettre vos différentes informations, etc. Vous remplissez et ensuite vous validez. Donc là j'ai mis que c'était le relevé R1. Alors ensuite ce qu'il faut, souvent je le fais avant d'ailleurs, c'est créer le relevé R1. Donc le relevé R1, quand c'est la phytosociologie sigmatiste, on va utiliser relevé phytosociologique ici. Hop. Hop. On va pointer le relevé, on va dire oui je fais bien mon relevé R1. Voilà. Hop, R1. Et ensuite, on va mettre l'observateur, la date, toutes ces informations ici. On va pouvoir aussi remplir différents recouvrements des strates, la hauteur, etc. Et on crée mon relevé R1. Et comme ça, toutes les données floristiques que j'ai pointées, on sait qu'elles sont rattachées à ce relevé R1. Maintenant, si on est dans le cadre d'une synusie, d'un relevé phytosociologique sinusial, ce qui se passe, c'est qu'on va quand même utiliser cette couche phytosociologique avec le R1, mais sauf que le R1, cette fois-ci, ne va pas correspondre à tout notre relevé. Parce que vous savez, le relevé phytosociologique, vous avez en fait un relevé phytocénotique et ensuite plein de petits relevés sinusiaux. Donc le R1, ce sera notre relevé phytocénotique et ensuite par derrière, on va avoir différents relevés sinusiaux qui eux vont nous permettre de dire voilà, j'ai fait mon relevé S1. Là, mon relevé S1 qui appartient au relevé phytocénotique R1. Pareil, je peux cocher. Je peux cocher ici pour que si je fais plusieurs relevés sinusiaux, ça laisse toujours que je suis bien dans le relevé L1, vous pouvez, le relevé R1. Vous pouvez mettre aussi que vous êtes dans telle ou telle synusie, pelouse, sèche, etc. Vous pouvez préciser dans quel type de synusie vous êtes, la date, l'observateur, très important la strate concernée. Évidemment, les sinusies, c'est fait par strate. Alors, vous pouvez avoir plusieurs relevés sinusiales dans une même strate. Mais en tout cas vous ne pouvez pas avoir un relevé sinusial qui prend plusieurs strates. Voilà. Et après vous pouvez mettre le recouvrement dans la phytocénose. Donc vous voyez phytocénose, phytocoénose, comme ça s'écrit. Vous pouvez mettre la hauteur moyenne de votre strate, de votre sinusie. Voilà, parce que oui, en effet, vous pouvez avoir une hauteur moyenne de strate qui est différente des hauteurs moyennes de vos sinusies au sein de cette même strate. Parce qu'en fonction de la différente strate, des fois quand on va mettre la hauteur de strate, par exemple dans un relevé sigmatiste, on va plutôt mettre la végétation moyenne, mais la plus haute, quand on a des grosses différences, et qu'on prend quand même tout dans le même relevé. Là, à la sinusie, on va vraiment bien différencier les différentes choses. Et donc voilà, maintenant vous savez à peu près comment utiliser l'outil, comment faire les pointages, etc. Après, vous n'allez plus qu'à avoir à récupérer donc, ces données. Donc pour ça, vous allez pouvoir aller dans ouvrir le dossier du projet et vous allez pouvoir par exemple exporter. Donc imaginons les données flore, exporter, les données habitat, exporter, les données zones humides, exporter. Et remettre tout ça dans un projet QGIS. Mais alors moi ce que je vous conseille c'est de pas forcément faire comme ça parce qu'en fait le mieux c'est de toujours garder le projet complet et là en fait vous allez exporter juste les couches. Et par exemple les couches elles vont fonctionner si vous les retirez du projet mais il y a des choses qui vont être un peu bizarres. Par exemple en fait tout va se mettre à être entre parenthèses parce qu'il y a besoin des data projets flore du GeoPackage ici en fait pour que tout fonctionne bien. Donc ce que je vous propose de faire, hop, alors je vais retourner hop ici, c'est de récupérer hop directement vos données dans ici. Alors est-ce qu'il va se mettre droit? Bon, il ne veut pas se mettre droit, mais vous voyez l'idée, il faut aller donc dans Android, dans Data, et ensuite vous allez pouvoir aller dans ch.opengis. Souvent c'est parmi les premiers, donc vous allez dans ch.opengis, file, et là vous avez imported project, et vous avez vos différents projets. Bon moi j'ai 40 000 fois le même ici, mais voilà, vous pouvez les supprimer au fur et à mesure
au fur et à mesure quand vous créez des nouveaux projets et que vous les exportez sur votre ordinateur. Parce qu'après le but du coup c'est d'exporter tout ce projet là par exemple sur mon ordinateur et ensuite je peux directement l'ouvrir avec QGIS sans aucune manipulation. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai copié-collé dans l'ordinateur, là il n'est même pas zippé, et bien vous pouvez ouvrir directement ici le point QGZ qui est ici. Voilà, ce point QGZ il est directement ouvrable avec QGIS et après vous avez le même projet que ce que vous aviez là tout de suite dans QField mais sur QGIS et vous pouvez faire différentes manipulations, vous pouvez exporter les données, etc. Après moi ce que je vais faire derrière c'est que je vais aussi créer des applications qui vont venir en fait derrière en post-production entre guillemets pour pouvoir analyser les données. Donc soit ça va être des projets soit pour analyser, soit pour créer des fiches aussi automatiquement. Aussi j'ai en cours un projet de rattachement automatique de syntaxon phytosociologique avec les relevés que vous avez effectués. Alors évidemment c'est juste statistique, c'est pas forcément sûr à 100%, mais en tout cas ça peut vachement aider et donner une idée de ce qu'on a. En tout cas surtout pour les premiers niveaux de précision, parce que du coup vous avez les classes, les ordres par exemple ça va bien marcher, pour les alliances, pour les... c'est alliance, ordre je crois, et après en tout cas pour les associations ça va moins bien marcher. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris un peu le fonctionnement de cet outil et que vous en aurez l'usage. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous n'avez pas compris si vous n'avez pas compris certaines choses, je suis allé peut-être un peu vite. Et puis bon, après aussi, même si vous avez des questions sur QGIS derrière, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et donc voilà, et je vous ferai des vidéos prochainement pour les usages qui peuvent venir par derrière. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.